on va pouvoir commencer, voilà, 14h02. Les retardataires sont arrivés. Eh bien, merci d'être tous connectés au webinaire euh, d'ESMIR des étudiants de la phase normalement socle. Et c'est un webinaire qui est consacré aux pathologies néphrologiques et métaboliques. Et donc, on va tout de suite commencer par une présentation du professeur Kadaklouche de CHU de Montpellier, qui va nous présenter les fondamentaux de l'insuffisance rénale aiguë et de l'épuration extra-rénale. Merci beaucoup, Kada. Merci à toi. Bon, merci à tous. Bonjour, merci Alexandre. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite puisque je dois faire ça en une demi-heure. Donc, on va rester assez basique, bien entendu. On va pas pouvoir parler de tous les aspects de l'épuration extra-rénale, mais on va essayer au moins de vous donner quelques clés qui vont vous permettre de mieux maîtriser l'épuration extra-rénale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pardon, il y a un problème. Voilà. Vous voyez l'écran? C'est bon, on voit l'écran, on voit ton diaporama. OK. Alors, juste pour vous rappeler que l'insuffisance rénale aiguë est définie actuellement surtout sur la durée, 7 jours pour l'insuffisance rénale aiguë. Du 7e jour jusqu'au 3e mois, alors on parle d'acute kidney disease. Et puis après les 3 mois, et si la fonction rénale reste altérée, on parle de chronique kidney disease. Et puis à chaque stade, vous voyez, vous retrouvez vos stades CADIGO, et puis les 3 stades avec le stade 0 de l'acute kidney disease avec les stades ABC selon qu'il y ait une réserve rénale ou pas. C'était juste pour avoir la définition de l'insuffisance rénale aiguë. Alors l'insuffisance rénale aiguë, vous savez, elle impacte de façon significative la mortalité, aussi bien à court que long terme. Vous voyez que la mortalité à l'hôpital est proche de 50% et celle-ci continue à impacter la mortalité jusqu'à 2 ans, avec une mortalité qui peut être augmentée d'au moins 4%. Et cette mortalité, elle est corrélée à la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë. Plusieurs facteurs définissent ou conditionnent le pronostic de l'insuffisance rénale aiguë, comme le nombre de défaillances viscérales associées, les comorbidités, la surcharge hydrosodée. Mais il y a aussi un facteur important qui est le traitement et notamment l'épuration extra-rénale. C'est dire qu'il est important que vous puissiez maîtriser ce traitement parce que ça impacte le pronostic. Alors, l'épuration extra-rénale, vous voyez ici sur cette étude que en bas, vous avez les stades de sévérité de l'insuffisance rénale aiguë de 1 à 3. Et vous voyez que plus l'insuffisance rénale aiguë est sévère, plus le traitement par épuration extra-rénale en gris et en noir est volontiers administré aux patients. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que de façon indépendante, la mortalité est augmentée par le fait de l'épuration extra-rénale ainsi que la durée de séjour à l'hôpital et en réanimation. Donc, c'est dire l'importance de l'épuration extra-rénale comme facteur pronostic. Alors, l'épuration extra-rénale, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un échange de soluté et de solvant à travers une membrane semi-perméable. Alors, il y a des mécanismes de transfert de fluide et de soluté à travers cette membrane. En gros, vous avez un transfert de fluide par le biais de l'ultrafiltration et puis un transfert de soluté avec 3 mécanismes qui définissent le type de modalité que vous allez utiliser, la diffusion, la convection et l'absorption. Tout ceci aboutit à la clairance d'un soluté donné dont vous voyez la formule en bas. Alors la diffusion, premier mécanisme, c'est ce qui conditionne, ce qui forme l'hémodialyse, c'est un gradient de concentration qui va se faire entre le sang du patient et le dialysat, qui est un liquide physiologique, et vous allez avoir des échanges à travers la membrane semi-perméable qu'entre un gradient de concentration. Alors que la convection, il n'y a pas d'échange, le sang du patient passe à travers une membrane et grâce à une pression transmembranaire, comme un presse-purée, on va exercer une pression sur la membrane et vous allez obtenir un ultrafiltrat
qui va passer à travers la membrane, donc il n'y a pas d'échange, c'est un gradient de pression qui va là conditionner le mécanisme et c'est ce qui fait l'essentiel de l'hémofiltration. Le troisième mécanisme, c'est l'adsorption, qui est un mécanisme marginal, on ne va pas en parler ici, mais qui a été développé pour certaines membranes particulières. Alors la diffusion, donc c'est un gradient de concentration qui va définir pour les solutés un coefficient de perméabilité membranaire qui est dépendant de la surface d'échange de votre filtre. Plus votre filtre a une surface importante, plus vous allez augmenter le flux de soluté et qui va être dépendant aussi de la taille et du poids moléculaire des substances que vous voulez épurer qui vont passer d'un côté ou de l'autre de la membrane selon la concentration du côté sang ou du côté dialysant. Et ce gradient de concentration dépend d'une part dépend du débit sang. Vous voyez sur cette courbe, si vous avez un débit dialysat qui est constant, à 500 millilitres minute, et si vous augmentez le débit sang de façon continue, vous voyez que vous avez une courbe quasi linéaire, donc votre clairance des solutés, donc l'efficacité de votre dialyse va augmenter de façon linéaire jusqu'à arriver à un plateau, ici, vous voyez, pour l'urée. Bien entendu, selon le poids moléculaire de la substance qui est éliminée, vous voyez que la courbe peut devenir plate si le poids moléculaire est supérieur à la taille des pores, comme ici pour la bêta-2-microglobuline qui est à plus de 10 kilodalton, et c'est la taille des pores des membranes conventionnelles est en deçà de 10 kilodalton. Donc vous voyez que plus vous augmentez votre débit sang, plus vous augmentez l'efficacité de votre élimination de substances qui sont en deçà de 10 kilodalton. Et vous voyez que lorsque vous êtes au-dessus de 300 ou 400 millilitres par minute de débit sang, eh bien vous êtes en plateau, donc il ne sert à rien d'augmenter au-delà de 300 à 400 millilitres par minute. De la même façon, si je maintiens un débit sang constant à 300 millilitres minute et que j'augmente mon débit dialysat, et vous voyez que vous obtenez à peu près les mêmes courbes, et vous voyez que là aussi, vous obtenez un plateau lorsque votre débit dialysat est au-dessus de 400 à 500 millilitres minute. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez augmenter l'efficacité de votre dialyse, vous pouvez augmenter le débit sang jusqu'à 300 voire 350 millilitres minute et votre débit dialysat jusqu'à 500 millilitres minute. Au-delà, vous n'avez pas d'augmentation d'efficacité. Ça, c'est ce qui concernait la diffusion. Pour la convection, donc on l'a déjà dit, c'est un transfert de solvant et de soluté à travers la membrane grâce à une pression transmembranaire. Le solvant, le flux de solvant va dépendre de cette pression transmembranaire simplement, alors que les solutés vont dépendre de cette pression transmembranaire, c'est-à-dire du débit d'ultrafiltration, mais aussi de la taille des molécules qui peuvent passer ou pas la membrane. Bien entendu, du fait de la pression que vous exercez sur la membrane, des substances à poids moléculaire plus élevé que tout à l'heure vont pouvoir passer la membrane et le flux des solutés qui vont passer à travers la membrane va être défini par le coefficient de tamisage ou le coefficient de séparation de ces molécules. Alors là aussi, si vous représentez la clairance des substances en fonction de la pression transmembranaire. Vous obtenez ici, pour une substance donnée, vous voyez qu'il y a une augmentation linéaire du débit d'ultrafiltration jusqu'à arriver à un plateau. Et ce plateau est au-dessus de 300 millimètres de mercure pour la pression transmembranaire. En effet, entre 200 et 300 millimètres de mercure de la pression transmembranaire, il y a une formation d'une couche, ce qu'on appelle le gâteau protéique, qui va finalement coaguler la membrane. Donc, il faut toujours s'assurer que votre pression transmembranaire soit en deçà de 200 millimètres de mercure si vous voulez garder l'efficacité de la filtration. Et bien entendu, si vous regardez l'autre courbe, vous voyez que lorsque j'augmente le débit sang, ici 100 millilitres minute, pardon, ici, ici 100 millilitres minute, 200 puis 300 puis 400, vous voyez à mesure que j'augmente mon débit sang, avec une pression transmembranaire égale, vous augmentez de l'efficacité et de la clairance de vos solutés. Donc, si l'on résume et si l'on compare la convection qui fait le lit de l'hémofiltration et la diffusion qui fait le lit de l'hémodialyse,
En convection, vous avez une épuration de molécules de bas poids moléculaire, mais aussi de haut poids moléculaire, avec un facteur limitant qui est la taille des pores. En diffusion, vous épurez des molécules de bas poids moléculaire avec un facteur limitant qui est le gradient de concentration. Et sur cette courbe, vous voyez qu'en diffusion, les, les substances de bas poids moléculaire sont éliminées de façon importante, alors que les substances de haut poids moléculaire sont éliminées surtout grâce à la convection. Donc, à partir de là, vous pouvez définir toutes les modalités d'épuration que vous pouvez utiliser dans l'insuffisance rénale aiguë. De l'intermittente à la continue. L'intermittente, que ce soit de l'hémodialyse ou de l'hémofiltration, jusqu'à l'hémodialyse continue ou l'hémofiltration continue ou l'hémodiafiltration continue. Vous voyez que la seule différence qu'il va y avoir, c'est la durée du traitement. Vous voyez lorsqu'on est en intermittence, ce sont des séances de 3 à 4 heures jusqu'à des séances continues. Et puis la rapidité d'ultrafiltration qui est importante de ce côté-là, et rapidité de clairance de soluté qui est important du côté-là et qui est beaucoup moins rapide de plus en plus que vous allez vers une séance beaucoup plus longue. Alors, si vous voulez résumer un peu les paramètres que vous allez utiliser selon les différents modes, de ce côté, vous avez l'hémodialyse intermittente. Ici, vous avez les modalités continues. Ici, vous avez le débit sanguin. Vous voyez que les débits sanguins, lorsque vous utilisez de l'intermittence, sont très hauts, peuvent aller jusqu'à 400 ml/min. Par contre, ils sont beaucoup plus bas lorsque vous faites du continu. Le débit dialysat, là aussi, est très haut. Par contre, il va avoir tendance à diminuer lorsque vous faites du continu, avec une ultrafiltration qui doit être rapide lorsque vous faites des séances intermittentes et qui est beaucoup plus lente lorsque vous faites des séances continues. Et voyez le temps qui est marqué ici, et puis la séquence en 3 fois par semaine lorsqu'on fait de l'hémodialyse intermittente, et puis 7 jours sur 7 lorsqu'on fait du continu. L'hémodialyse intermittente, donc, c'est des durées de 3 à 6 heures, avec au minimum 3 fois par semaine, un débit sang allant de 200 à 500 ml/min, un débit dialysat allant de 500 à 800 ml/min, des filtres avec une surface cutanée allant de 1 m² à 2,5 m², et avec une ultrafiltration, un débit d'ultrafiltration qui peut aller jusqu'à 5 litres sur la séance, sur les 3 à 4 heures. Les modalités continues, en gros, vous en avez 3. Vous avez l'hémofiltration continue véno-veineuse. Donc, vous avez le passage de sang à travers la membrane avec un gradient de pression qui va recueillir donc l'ultrafiltrat. En gros, l'ultrafiltrat est aux alentours de 2 à 3 litres horaires. Et vous avez un infusat donc, qui va remplacer cet ultrafiltrat. Il peut être remplacé en prédilutionnel, ici, avant le rein, ou en post-dilutionnel, ou parfois les deux ensemble. Vous pouvez avoir de l'hémodialyse continue véno-veineuse, où là, vous avez un dialysat qui va s'échanger contre le sang de façon continue, avec un débit, vous voyez, qui est à 2 litres horaires, beaucoup plus bas lorsque vous faites de l'intermittent, et avec une ultrafiltration qui est beaucoup plus lente, qui peut aller de 0 à 100 à 200 millilitres horaires. Et enfin, vous pouvez avoir de l'hémodiafiltration continue véno-veineuse, où vous associez les deux, c'est-à-dire de l'hémofiltration avec un infiltrat pré ou post, et un dialysat en même temps qui va augmenter de l'efficacité de votre épuration. Donc, en hémofiltration, la clairance est fonction du site de réinjection. Lorsque vous faites de la post-dilution, eh bien, la clairance est assez simple. Elle est égale au coefficient de tamissage que multiplie le débit du F. Donc, c'est assez facile. Vous pouvez rapidement déterminer la clairance de votre dialyseur lorsque vous faites du post-dilutionnel. Par contre, en pré-dilutionnel, il faut faire attention parce qu'il faudra rajouter le débit de l'infusat qui est avant le rein. La fraction de filtration dans les deux cas, il faut s'attacher à ce qu'elle soit au moins égale à 1/3 du débit sang. Ça, c'est important parce qu'il y a un risque de thrombose important lorsque cette fraction de filtration est au-delà de 1/3 du débit sang. Donc ça aussi, c'est une chose que vous devez retenir pour avoir un maximum d'efficacité et moins de risque de thrombose de circuit en cas d'hémofiltration pré- ou post-dilutionnelle. Alors, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle
les modalités hybrides qui sont entre l'intermittent et la continue. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs noms qui ont été donnés à cette modalité d'épuration. La SLED, Sustained Low Efficiency Dialysis, et vous avez aussi la SLED-F, où vous rajoutez à la dialyse de la filtration, SLED-F, et puis vous avez disons des noms qui sont approchants et qui peuvent être utilisés, qui veulent dire à peu près la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites de la modalité hybride, la durée du traitement est beaucoup plus longue. Elle peut aller jusqu'à 12 heures, de 8 à 12 heures. La fréquence de traitement est beaucoup plus importante que lorsque vous faites de l'intermittent. Ça peut aller de 4 à 7 jours par semaine. Les débits dialysats sont beaucoup plus bas, qui vont de 50 à 150 minutes, ainsi que les débits ils sont plutôt aux alentours de 200 millilitres minutes. Et bien entendu, le débit d'ultrafiltration va dépendre de votre prescription et de ce que vous voulez faire à votre patient. En gros, lorsque vous initiez l'épuration extra-rénale, votre but, c'est d'épurer votre patient, donc de restaurer une hémostasie. Mais dans le même temps, il faut préserver l'hémodynamique. Dans le même temps, il faut assurer le support des fonctions vitales. Et en même temps, il faudra penser au recouvrement ultérieur de la fonction rénale. Alors, ceci est important. D'abord, l'épuration. Lorsque vous débutez une épuration extra-rénale, votre objectif ultime, c'est d'éliminer les toxiques urémiques chez votre patient. Et pour cela, il faudra vous fixer un objectif. Cet objectif, c'est ce qu'on appelle la dose de dialyse, ce qui correspond à la clairance d'insoluté. Alors, par analogie à l'insuffisance rénale chronique, on utilise pour la dose de dialyse l'urée. Et cette dose de dialyse peut être exprimée par la clairance de l'urée, par la machine, par le dialyseur, ou alors par la dose de dialyse. C'est ce qu'on appelle le KTV. Alors, le KTV, qu'est-ce que c'est? Le K, c'est la clairance instantanée donnée par la machine. Et cette clairance instantanée, qui peut être en millilitres minutes ou en litres horaires, va dépendre de la taille de la molécule, si elle est diffusible ou pas, de son type de transport et surtout des caractéristiques du circuit. Est-ce que vous utilisez de la diffusion, c'est-à-dire de l'hémodialyse, ou est-ce que vous utilisez de la convection, c'est-à-dire de l'hémofiltration? Ici, si vous regardez en comparaison les clairances instantanées avec les différentes modalités. Lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous voyez que la clairance instantanée de l'urée est très haute. Elle approche 80 millilitres minute. Par contre, lorsque vous faites du continu, c'est ce que vous voyez ici, hémodiafiltration continue véno-veineuse ou hémofiltration continue véno-veineuse, vous voyez que la clairance de l'urée est à peine à 20 millilitres minute. Ce qui veut dire que lorsque vous faites de l'intermittent, vous êtes efficace en instantané et vous l'êtes beaucoup moins lorsque vous faites du continu. Par contre, si je regarde en termes de temps, c'est-à-dire la clairance de l'urée pendant 24 heures, vu que lorsque vous faites une séance d'hémodialyse intermittente, la séance va durer 3 ou 4 heures, la clairance de la journée va, elle, être égale à peine à 20 minutes. Par contre, elle sera beaucoup plus élevée lorsque vous faites du continu, parce que vous rattraperez la clairance instantanée par le temps imparti à la séance. Et si je compare, selon la taille de molécule, ce que vous faites en hémodialyse par rapport à l'hémofiltration, vous voyez qu'en hémodialyse, pour des molécules de taille beaucoup plus élevée comme la bêta-2 microglobuline, eh bien, vous augmentez de façon importante l'élimination de la bêta-2 microglobuline en hémofiltration, c'est la courbe rouge que vous voyez ici. Par contre, en hémodialyse, votre élimination de bêta-2 microglobuline va être quasiment nulle. Vous voyez ici, vous avez le poids moléculaire de certaines substances. Alors là, je vais passer sur les cytokines parce que je pense qu'il y a eu, pendant un certain temps, on a beaucoup pensé qu'on pouvait épurer les cytokines, mais il semblerait que pas. Par contre, vous pouvez, dans certains cas, éliminer de la myoglobine en cas de rhabdomyolyse, éliminer certaines chaînes légères dans certaines pathologies. Eh bien, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas le faire en hémodialyse, vous ne pourrez le faire qu'en hémofiltration ou alors avec certains types de membranes qui laissent passer ces grosses molécules, en sachant qu'il faut toujours prendre garde de ne pas perdre de l'albumine, c'est-à-dire d'avoir des tailles de pores qui empêchent le passage de l'albumine, qui est quand même
à plus de 60 kg d'Altol. Ici, et si je compare la clairance en hémofiltration selon qu'elle soit pré ou post-dilutionnelle, la clairance post-dilutionnelle est beaucoup plus importante, que ce soit l'urée ou la créatinine, lorsque vous faites de l'hémofiltration post-dilutionnelle en jaune que pré-dilutionnelle, puisque vous diluez le sang en pré-dilutionnel avec l'infusa. Par contre, la durée de vie du filtre est beaucoup plus longue lorsque vous faites du pré-dilutionnel. Donc, vous choisirez l'une ou l'autre des techniques en fonction de la priorité que vous donnerez ou à la thrombose du circuit ou à l'efficacité de votre modalité d'épuration. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le temps. En fait, la masse extraite de la substance que vous voulez épurer, que ce soit l'urée ou autre chose, elle est égale au produit de la clairance instantanée par le temps. Lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous avez une clairance instantanée qui est importante, qui est haute, c'est grand K. Par contre, le temps est petit, donc grand K et petit t. Lorsque vous faites du continu, quelle que soit la modalité, de l'hémodialyse continue ou de l'hémofiltration continue, vous avez une faible clairance instantanée, un petit K. Par contre, le T, le temps de séance est allongé, continu, et vous avez un grand T. Si bien que si je compare les deux en termes de temps, lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, la clairance instantanée est élevée, vous allez épurer en fonction du temps, par exemple de l'urée, vous allez être très efficace, rapidement efficace, et puis vous arrivez à un plateau lorsqu'il y a un équilibre entre le sang et le dialysat. Donc vous allez être rapidement efficace, et puis vous allez vous saturer au cours du temps. Par contre, si je regarde ce qui se passe en hémofiltration continue, la clairance instantanée est beaucoup plus basse. Par contre, l'épuration est linéaire et continue, il n'y a pas de saturation, puisque c'est un gradient de pression et non plus un gradient de concentration. Et si je regarde dans le temps, ici par exemple, vous avez l'élimination de l'urée, et c'est l'urée sanguine chez un patient qui est en hémodialyse intermittente, vous voyez que les concentrations d'urée pré et post-séance varient en accordéon. Les variations sont un peu moins importantes en cas de modalité hybride, de SLED. Par contre, si vous faites du continu, vous clampez rapidement la concentration de l'urée sanguine chez votre patient parce que ce sera une élimination continue, progressive et constante. Par contre, si je regarde le taux de bêta-2 microglobuline chez le patient qui est traité par les trois modalités. En hémofiltration continue, vous arrivez à faire baisser la bêta-2 microglobuline et à maintenir son taux constant. Par contre, en hémodialyse intermittente, vous ne pourrez pas l'épurer, donc il y aura une augmentation de la bêta-2 microglobuline parce que son poids moléculaire est élevé. Et la même chose si vous faites de la SLED. Ensuite, il reste le volume. Alors, le volume de distribution, très difficile à évaluer chez le patient, en particulier le patient de réanimation. On considère qu'il est égal à 60% du poids du corps, mais vous savez que du fait de la redistribution des flux régionaux et de l'état hydrosodé du patient, on arrive difficilement à l'apprécier. Donc, il faut résigner plutôt en KT, donc clairance instantanée, que multiplier le temps de séance. Alors, il y a certains auteurs qui proposent de le normaliser au poids. C'est pour ça qu'on parle de dose de dialyse en continu selon le poids ou normaliser au taux de génération de l'urine. Alors, bien entendu, on a essayé de définir quelle est la dose de dialyse adéquate du patient en réanimation. Alors, deux études qui sont assez anciennes mais qui restent d'actualité. Celle-ci en hémodialyse intermittente qui comparait de façon randomisée deux groupes de patients, des patients qui étaient dialysés un jour sur deux et les autres qui étaient dialysés tous les jours. Et vous voyez que la mortalité était largement diminuée de façon significative dans le groupe qui était hémodialysé de façon quotidienne. Ici, l'autre étude, c'est des patients qui sont en hémofiltration continue avec 3 doses de dialyse, 20, 35 et 45 millilitres kilo horaires pour la dose de dialyse. Vous voyez que les patients qui avaient le taux de la dose de dialyse supérieure à 20 millilitres kilo horaire, ce sont ces deux courbes-là, avaient une survie
beaucoup plus importante et significative par rapport au groupe qui ne recevait que 20 millilitres kilo horaire. Si bien qu'on définissait une dose de dialyse adéquate. En hémofiltration, il fallait que le dose de dialyse soit supérieur à 25 millilitres kilo horaire et en hémodialyse intermittente, un KTV hebdomadaire supérieur à 4. On y reviendra. Alors après, il y a eu plusieurs questions, notamment sur l'intensification de la dialyse, c'est-à-dire si on augmente la dose de dialyse, toutes les études vont dans le même sens. Il n'y a aucun intérêt à augmenter la dose de dialyse au-delà de 20 à 25 millilitres kilo horaire. Si bien que dans les recommandations internationales, la dose de dialyse que vous devez délivrer à votre patient doit être égale en hémofiltration continue à 25 millilitres kilo horaire et en hémodialyse intermittente ou en SLED, un KTV d'au moins 4 dans la semaine. Alors le problème est celle de la dose délivrée et la dose prescrite. Vous pouvez prescrire une dose de dialyse, mais celle-ci n'est pas délivrée. Alors elle n'est pas délivrée parce qu'il y a des facteurs interférents, thrombose des circuits, hypotension, arrêt transitoire du traitement d'épuration. Et puis il y a aussi des facteurs associés. Lorsque vous faites de l'hémofiltration prédilutionnelle, par exemple, il faut s'assurer que votre débit sang est supérieur à 200 millilitres minute si vous avez un débit d'infusion qui est supérieur à 25 millilitres kilo horaire. Lorsque vous faites du post-dilutionnel, le facteur qui va diminuer de l'efficacité de votre dialyse et donc de la dose délivrée, c'est la pression transmembranaire, surtout si elle est supérieure à 150 mm de mercure. Et lorsque vous faites de l'hémodialyse, c'est la surface filtrée et le débit dialysat qui va entraîner un déséquilibre entre la dose prescrite et la dose délivrée. Et puis, il y a deux autres facteurs qui sont importants, qui est le downtime, c'est-à-dire le temps d'épuration et la surcharge hydrosodée. En effet, plus votre patient va être connecté à la machine, plus vous allez perdre de l'efficacité, donc perdre de votre épuration, donc votre dose délivrée sera beaucoup plus basse que la dose prescrite. Ici, vous voyez à 0 heure en bleu, et puis à 2, 4 et 6 heures, vous voyez ici la dose prescrite, ici la dose délivrée. Plus le temps avance, plus la dose délivrée est inférieure à la dose prescrite. Donc, il faut faire très attention. Pareil, si vous avez des patients qui sont en surcharge hydrosodée, plus votre patient est en surcharge hydrosodée, c'est la courbe violette que vous voyez ici, 20% de surcharge hydrosodée, par rapport au patient qui n'a pas de surcharge ou qui a moins 10%, eh bien la dose délivrée est largement inférieure à la dose prescrite. Ce qui veut dire qu'il faut toujours adapter votre prescription de dose de dialyse selon les facteurs qui peuvent diminuer la dose délivrée. Alors, si l'on regarde la dose délivrée ou prescrite selon le type de modalité que vous utilisez, ici, vous avez le KTV qui est avec l'objectif de 4 par semaine, hein, bien entendu. Ici, la courbe linéaire, c'est l'hémofiltration continue. Vous voyez, quand vous faites de la continue, avec le temps, vous arrivez toujours à la dose de dialyse adéquate. Vous êtes à peu près au-delà de 6 avec de l'hémofiltration continue véno-veineuse. Lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, si vous faites 2, 3, 4, 5 ou 6 séances par semaine, vous voyez sur la courbe que vous arrivez, selon le nombre de séances que vous faites par semaine, vous arrivez plus ou moins à atteindre l'objectif d'un KTV supérieur à 4 pour la semaine. Par contre, lorsque vous faites une modalité hybride avec des séances plus de 6 par semaine, vous y arrivez largement. Donc faites attention lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, de multiplier les séances ou de s'assurer que la séance qui est faite assure un KTV au moins égal à 1,2 ou 1,3 par séance. Alors souvent les machines vous donnent le KTV, ou alors vous pouvez regarder simplement le taux de réduction de l'urée sanguine pré et post-séance, il faudrait qu'il soit égal au moins de 60% par session. Le deuxième élément qui est important lorsque vous faites de l'épuration intra-rénale, c'est l'hypotension intradialytique.
Cette hypotension intradialytique, bien entendu, elle peut être liée à l'état sous-jacent de votre patient, qui peut être hypovolémique, qui peut avoir une atteinte cardiaque avec une réduction du débit cardiaque ou une vasodilatation parce qu'il est septique. Associé à ce terrain, vous allez associer un traitement d'épuration extra-rénale et surtout une ultrafiltration. C'est le premier facteur qui va être responsable d'hypotension intradialytique. Deuxième facteur, c'est les variations osmotiques durant la séance d'épuration extra-rénale. Et troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la sidération myocardique ou le stunning myocardique, qui a été montré notamment en hémodialyse intermittente. Dans le même temps, l'épuration extra-rénale en elle-même peut augmenter l'inflammation parce que du fait du contact de membrane de sang, vous pouvez augmenter le stress oxydant et les cytokines. Vous pouvez entraîner aussi des anomalies électrolytiques par fuite de potassium, par fuite de phosphore, et vous pouvez aussi entraîner des anomalies thermiques chez votre patient puisque le circuit, le plus souvent, peut être réchauffé. Tout ceci va entraîner une instabilité hémodynamique durant l'épuration extra-rénale et celle-ci va empêcher le recouvrement de la fonction rénale. Ceci va augmenter le risque de mortalité de votre patient. Alors, si vous regardez ici dans cette étude, les patients, plus les patients sont instables au niveau hémodynamique, ici c'est le nombre de vasopresseurs qui a été utilisé, plus les médecins vont s'orienter vers un traitement plutôt continu que vous voyez ici en noir. Vous voyez que lorsque les patients ont plus de 3 vasopresseurs, pratiquement la majorité des patients ont plutôt une modalité continue par rapport à une modalité intermittente. Pourtant, aucune étude n'a montré de différence significative de façon randomisée entre l'hémodialyse intermittente et les modalités continues en termes d'hémodynamique perdialytique. La seule qui a pu montrer ça, c'est une étude qui est maintenant assez ancienne, ou qui montrait qu'il y avait une baisse de la pression artérielle moyenne significativement plus importante lorsque vous utilisez une modalité intermittente par rapport à une modalité continue. Et puis, il y a eu cette étude qui a été faite par Shortgen, c'est une étude avant-après, où il y avait plusieurs manœuvres qui étaient utilisées de façon associée pour diminuer l'hypotension intradialytique. Alors, on va voir ces manœuvres, mais ce qui a montré, c'est qu'avec l'ensemble de ces manœuvres, eh bien, vous diminuez de façon significative les épisodes hypotensifs des patients de réanimation en hémodialyse intermittente. Les manœuvres, quelles étaient ces manœuvres? Le rein était branché plein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déficit lorsque le patient était connecté. Il y avait déjà du sérum FIT dans le circuit qui est donc été injecté au patient. Le dialysat, sa température était mise à 36 degrés. On utilisait des débits dialysat et des débits sang moins élevés, aux alentours de 200 millilitres minute, avec des séances qui étaient un peu plus allongées. On augmentait le taux de sodium dans le dialysat, qui était de 10 millimoles en deçà plus haut que la natrémie du patient. Et puis, on essayait de maintenir un calcium ionisé beaucoup plus haut dans le dialysat. Avec l'ensemble de ces manœuvres, il semblerait que même si vous faites de l'hémodialyse intermittente, eh bien, vous réduisez le nombre de ces épisodes hypotensifs. Alors, cette étude a montré les interventions qui étaient les plus efficaces pour diminuer l'hypotension intradialytique, et c'était effectivement le sodium du dialysat, la baisse du température et le débit d'UF. Alors, je vous montre juste cette étude qui utilise de l'albumine en priming en début de séance. Il semblerait que le fait d'apporter de l'albumine à 25% avant la séance chez les patients qui avaient une albuminémie inférieure à 30 grammes, eh bien, diminuer les épisodes hypotensifs de façon significative. Ce sont les patients qui sont représentés en jaune ici. Donc, il semblerait qu'il vaut mieux utiliser des modalités continues que standards chez les patients hémodynamiquement instables. C'est ce qui a été recommandé par l'American KDIGO. Alors, le troisième facteur qui est important lorsque vous initiez un traitement d'épuration extra-rénale, c'est l'inflation hydrosodée. On sait que l'inflation hydrosodée impacte le pronostic des patients de réanimation.
voyez ici que lorsqu'il y a une augmentation du poids de plus de 10 eh bien, la mortalité diminue de façon significative et on sait qu'il y a un édème qui atteint non seulement les poumons, mais tous les organes du fait de la congestion veineuse. Il a été montré aussi que plus votre patient est en surcharge hydrosodée, plus la mortalité est importante, plus vous nécessitez un débit d'ultrafiltration important pour éliminer cette surcharge hydrosodée, plus la mortalité augmente. Bien entendu, le débit d'ultrafiltration chez vos patients doit s'adapter à l'état clinique et hémodynamique. Ici en vert, vous avez le patient qui a une défaillance monoviscérale, qui est stable du point de vue hémodynamique. Vous voyez que s'il est en surcharge, vous pouvez rapidement traiter, rapidement faire une déplétion hydrosodée. Par contre, vous pouvez, chez certains patients, notamment qui sont en état de choc ou septique, vous êtes obligé d'avoir un débit d'ultrafiltration ou de déplétion hydrosodée beaucoup plus lent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos modalités d'épuration? Ici, vous avez l'hémodialyse intermittente. Vous voyez que la perte de poids n'est pas évidente en hémodialyse intermittente, alors que lorsque vous faites de l'hémofiltration continue, vous arrivez à lui perdre du poids de façon assez rapide et sans chute de la pression artérielle moyenne. Cette étude est randomisée. Il n'y avait cependant pas de différence de mortalité entre les deux groupes. Et en gros, lorsque vous regardez la maîtrise du volume hydrosodé chez vos patients en hémodialyse intermittente, ici en bleu, vous voyez que progressivement, le patient échappe en termes de poids, c'est-à-dire qu'il va progressivement, du fait que vous ne pouvez pas l'ultrafiltrer comme il faut en un temps très court, va être en inflation hydrosodée, ce qui n'est pas le cas si vous faites du continu, vous arrivez de façon efficace à maintenir un état volumique satisfaisant. C'est ce que vous voyez ici, avec une pression artérielle moyenne, c'est la courbe que vous voyez ici en pointillé, qui se maintient durant tout le temps de la perte de poids. Bien entendu, lorsque vous faites de l'ultrafiltration, il faut, il faut d'un côté ne pas aller trop vite, parce que vous risquez d'augmenter l'ischémie et la perfusion des organes, ni trop lentement, vous augmentez l'index. Il faut trouver la bonne zone de sécurité de débit d'ultrafiltration. En général, on considère qu'elle est entre 1 et 2 millilitres/kilo horaire. L'autre facteur qui est important, c'est le syndrome inverse. Hein, c'est lorsque vous faites varier de façon trop rapide l'osmolalité plasmatique de vos patients parce que vous faites baisser l'urée. Et c'est aussi le fait de baisser les bicarbonates dans le sang de façon trop rapide, vous créez une acidose paradoxale. Alors, bien entendu, cette variation ici, c'est les variations d'osmolalité après 1 heure de séance. Vous voyez qu'en hémodialyse, la variation est importante. Elle est beaucoup plus faible lorsque vous faites de l'hémofiltration continue. Alors, ceci, c'est important, surtout chez les patients qui ont des problèmes cérébraux, traumatisés du crâne ou accident vasculaire cérébral. Ici, vous avez un patient qui a eu un hématome sudural, évacué par le neurochirurgien. Et voyez que lorsque vous faites une séance d'hémodialyse intermittente, vous baissez la pression artérielle moyenne et en même temps, vous augmentez la pression intracrânienne, ce qui fait diminuer la pression de perfusion cérébrale. Vous voyez ici sur cette courbe, lorsque vous faites de l'intermittent, à chaque fois, vous augmentez la pression intracrânienne, ce qui n'est pas le cas lorsque vous utilisez des formes, des modalités continues. Donc, chez le patient avec une atteinte cérébrale aiguë, faites très attention de ne pas être trop efficace. Il faudrait peut-être préférer les modalités continues dans ce cas-là. Alors, il y a aussi d'autres circonstances, il faut faire attention, notamment l'insuffisance hépatique aiguë et le syndrome de compartiment abdominal. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez une atteinte cérébrale aiguë, une augmentation de la pression intracrânienne, il vaut mieux utiliser une modalité continue plutôt qu'une modalité intermittente. Enfin, quelle que soit la modalité, il y a un risque de perte potassique et de perte de phosphore, mais ces pertes sont d'autant plus importantes avec les modalités continues. L'autre problème, c'est l'élimination des drogues ou l'élimination des antibiotiques que vous pouvez faire de façon secondaire par l'épuration extra-rénale. Ici, vous avez la différence entre une modalité intermittente et une modalité continue. Vous voyez que lorsque vous utilisez une modalité intermittente, vous allez avoir des variations dans l'épuration, donc il sera très difficile d'adapter vos doses d'antibiotiques selon la clairance, ce qui est beaucoup plus facile lorsque vous faites du continu, puisque la clairance,
sera assez stable et pourrait rapidement calculer les doses d'antibiotiques ou d'autres drogues selon la clairance de la machine. Ici, vous avez quelques clairances selon le type de modalité ou de traitement que vous utilisez. Enfin, le dernier facteur, c'est la thrombose du fluide. Il faut savoir que par ordre décroissant de thrombogénicité, vous avez l'hémofiltration post-dilutionnelle, la prédilutionnelle et enfin l'hémodialyse intermittente. Ce qui veut dire que si vous faites de l'intermittent, vous nécessitez moins d'anticoagulation. Si vous faites du continu, plus d'anticoagulation, d'autant plus si vous faites du post-dilutionnel. Mais ceci a été quand même révolutionné avec l'apport de l'anticoagulation régionale au citrate. Je vous montre cette étude assez récente de JAMA qui montre qu'en utilisant de l'anticoagulation régionale au citrate, vous augmentez la durée de vie du filtre de façon significative, sans pour cela cependant changer la mortalité des patients. Il y a quelques effets secondaires, notamment les alcaloses sévères qui peuvent arriver avec l'utilisation du citrate. N'oubliez pas les contre-indications de l'anticoagulation au citrate, que sont les états de choc sévères avec acidose lactique sévère et surtout les intoxications à metformine, au paracétamol et au propofol. Donc, ce qui est préconisé actuellement, c'est plutôt de l'anticoagulation régionale au citrate. Alors, ceci résume tout ce qu'on a dit avec les avantages et les désavantages de l'hémodialyse intermittente, moins d'anticoagulation, traitement plus court. Vous allez rapidement restaurer l'homéostasie. En cas d'hypercalémie menaçante et en tout cas qui reste évolutive, il vaut mieux utiliser une modalité qui va être efficace rapidement. Par contre, elle a des désavantages. Elle pourrait entraîner plus d'instabilité hémodynamique, plus de risques de syndrome de déséquilibre osmotique, donc y penser chez les patients avec atteinte cérébrale aiguë. Par contre, vous pouvez moins maîtriser l'état volumique du patient et peut-être avoir moins de facilité pour la nutrition et l'apport de soluté pour votre patient. Vous avez la même chose pour les avantages et les désavantages des formes continues, donc qui seraient hémodynamiquement mieux tolérées. Il faudrait mieux les utiliser chez les patients qui ont des hypertensions intracrâniennes. Vous arrivez mieux à contrôler le volume. Vous arrivez mieux à nourrir votre patient puisque vous n'êtes pas restreint ni en protéines, ni en phosphore, ni en potassium. Par contre, vous immobilisez votre patient, vous nécessitez plus d'anticoagulation. Et puis, vous avez une clairance instantanée beaucoup plus basse. Donc, si vous avez, par exemple, un syndrome de Leigh ou une rhabdomyolyse importante, vous pourrez difficilement, si vous voulez, corriger l'hyperkaliémie en cas d'hyperkaliémie menaçante. Par contre, retenez les indications spécifiques d'un traitement continu et c'est surtout les hypo et hypernatrémies sévères, avec donc hypo ou hyperosmolarité importante, où là, il vaut mieux utiliser une forme continue ou une forme hybride pour éviter les variations osmotiques importantes. Et puis, les patients avec atteinte cérébrale aiguë. Les formes hybrides, eh bien, les formes hybrides, elles vivent des indications de l'une ou l'autre. Alors, vous voyez que ici, lorsque vous avez un SOFA cardiovasculaire à 3-4, c'est-à-dire les patients qui sont plutôt instables au point de vue hémodynamique, on va plutôt utiliser des modalités continues ou alors des modalités semi-continues. Par contre, lorsque le SOFA cardiovasculaire est plutôt à 0,1, on va plutôt utiliser des modalités intermittentes et on peut aussi utiliser ça comme bridge avec des modalités hybrides. Bon, ceci résume ce qu'on a dit, donc je vais passer un peu plus vite. Et cette diapositive vous donne un peu toutes les modalités avec l'avantage et l'inconvénient de chacune, avec les indications et la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre dans toutes les circonstances. Par contre, en termes de mortalité, il n'y a pas de différence prouvée, en tout cas jusqu'à maintenant, entre une modalité continue ou intermittente. Alors, je vous montre juste cette étude qui est en fait une étude qui a été faite sur l'étude Akiki, c'est une analyse secondaire, et on montre très bien que chez les patients qui étaient sévères, avec des SOFA supérieurs à 10, il n'y avait pas de différence de mortalité avec l'utilisation d'hémodialyse intermittente ou continue. Peut-être une légère ici
tendance en faveur des formes continues. Par contre, chez les patients un peu moins sévères, eh bien, il y avait une différence significative en faveur d'hémodialyse intermittente. Donc, lorsque le patient est peu sévère, c'est pas la peine de lui imposer une modalité continue, puisque le pronostic serait le meilleur. Alors, que disent les recommandations internationales? Eh bien, ils disent d'utiliser les modalités continues et intermittentes de façon complémentaire. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que votre patient peut évoluer au cours de sa maladie. À un moment donné, il peut être instable du point de vue hémodynamique et peut-être il vaut mieux utiliser une modalité continue. Il peut s'améliorer, il peut peut-être changer alors de modalité, passer à une modalité hybride ou intermittente. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'épuration extra-rénale de façon dynamique. Et puis, n'oubliez pas que le but ultime, c'est le recouvrement de la fonction rénale qui peut apparaître de façon précoce ou un peu plus tardive. Pour l'instant, l'une ou l'autre des modalités n'a pas pu montrer de différence pour ce qui concerne le recouvrement de la fonction rénale. Donc, pour conclure, le point le plus important, c'est la maîtrise de la technique de dialyse ou d'épuration extra-rénale. Il faut monitorer le traitement. Il faut définir votre objectif thérapeutique, savoir si votre priorité, c'est de corriger une acidose sévère, corriger une hypercalémie menaçante, corriger un état d'inflation hydrosodée avec un OAP réfractaire au traitement médical ou simplement épurer votre patient. Et puis, il faut adapter le traitement au type ou à l'état clinique de votre patient. Et puis, toujours penser à préserver la fonction rénale ultérieure. Voilà, je vous remercie. J'étais un peu vite parce que on était un peu pris par le temps, mais Merci j'espère beaucoup, que Kadar. ça a été. Merci pour cette présentation extrêmement complète, extrêmement didactique. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez, le plus simple est poser sur l'onglet questions-réponses ou bien sur le chat, mais n'hésitez pas et on relaiera vos questions. Peut-être pour commencer, tu dis que effectivement on peut envisager même une association d'épuration extra-rénale en commençant par l'épuration extra-rénale continue, puis après intermittente. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu penses qu'on peut switcher de l'une à l'autre? Quels seraient tes critères pour toi? Alors, en général, alors nous, déjà, on fait rarement de l'hémodialyse intermittente. On fait de la SLET, c'est-à-dire même lorsqu'on fait de l'intermittent, on fait des séances d'au moins 6 heures et de la continue. En gros, lorsqu'on a un malade, donc on prend en charge, il a un état de choc, il est septique, il a des amines, il faut peut-être préférer une modalité continue. Et dès que le malade s'améliore, et s'il s'améliore rapidement, on switch rapidement vers une modalité intermittente, avec des séances quand même qui peuvent durer jusqu'à 6 heures, avec des débits sang et débits de dialyse un peu moins importants que ceux qui sont utilisés en hémodialyse intermittente. Et si le malade est totalement, disons, déchoqué, on peut passer en des séances d'hémodialyse intermittente classiques. Mais on s'adapte un peu à l'évolution du patient et à l'état clinique du patient. Parfait. Je... Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Peut-être pas encore. Encore, on a le temps, encore une ou deux questions. Et il y a un avantage quand même, a priori, il y a un avantage, quoi. Disons qu'il y a une caractéristique qui est assez intéressante dans l'épuration extra-rénale quoi, continue, c'est l'anticoagulation régionale, Mmh. qui est Oui. maintenant un peu l'anticoagulation, j'allais dire, standard, recommandée, alors que dans les épurations extra-rénales intermittentes, on est sur une anticoagulation systémique par de l'héparine. Est-ce que là aussi, ça peut être un inconvénient, un avantage entre les deux? Comment tu essayes
gérer ça? Est-ce que cet aspect-là peut être un élément qui oriente sur le choix d'une épuration? Ouais. Alors, ça aussi, oui, c'est un élément qui peut, bon, qui peut orienter le choix, de l'épuration. D'abord, avec l'anticoagulation régionale au citrate, ça a révolutionné, les formes continues. Parce qu'un des désavantages, des formes continues, c'était l'obligation d'une anticoagulation continue qui était, jusqu'à, quelques années, systémique. Donc avec le citrate, on a déjà, si tu veux, écarté l'obligation d'une anticoagulation systémique. Il n'empêche qu'une anticoagulation au citrate doit être surveillée, monitorée, notamment, hein, sur le calcium ionisé, le magnésium et tous les problèmes qui peuvent, en apparaître. Lorsque vous faites une modalité intermittente, il y a moins de risques il y a moins de risques de thrombose de circuit. Par contre, pour l'instant, on n'utilise que de l'héparine. On n'utilise pas de citrate, en hémodialyse intermittente, bien que certaines machines peuvent le faire, mais pour l'instant, c'est pas la routine. Donc on utilise plutôt de l'héparine ou alors pas d'anticoagulation du tout. Plus la session est écourtée, plus on peut se permettre de ne pas anticoaguler le patient. Par contre, dès que vous dépassez, disons 3 ou 4 heures, vous êtes obligé, d'amener une anticoagulation. Ce qui fait que chez le patient pour lequel il y a un risque de saignement important, si vous pouvez faire du citrate, il vaut mieux faire du citrate. Si vous pouvez pas faire du citrate, il vaut mieux faire une séance plus courte, voire sans anticoagulation, si le risque de saignement est important. OK. Alors, je vois là comme, c'est pas vraiment une question, mais, il y a un étudiant qui demande qu'on réaffiche les pages, la page des indications de chacune des modalités. Juste comme précision, vous aurez accès aux webinaires qui sont enregistrés, donc vous pouvez de nouveau, eh bien, avoir accès à cette information. Peut-être comme dernière question, est-ce qu'il y a une modalité qui permet une meilleure déplétion ou une meilleure gestion de la déplétion? Alors, je l'ai montré, hein, tout à l'heure que les modalités continues permettent une meilleure maîtrise, en tout cas, du statut hydrosodé du patient, parce qu'on a le temps, ça se fait sur un temps beaucoup plus long. On peut se permettre, d'avoir des débits d'ultrafiltration qui sont moins importants que lorsque vous faites des séances courtes. En gros, il faut, s'attacher à être à 1,5 ou 2 millilitres/kilo horaire lorsque vous faites du continu, et chez les patients qui sont instables et en inflation hydrosodée, il semblerait que les formes continues sont préférables aux formes intermittentes pour maîtriser le statut hydrosodé et maintenir, un état hydrosodé satisfaisant, et on sait que c'est important, hein, pour, le pronostic ultérieur des patients. OK, parfait. A priori, plus d'autres questions. Merci beaucoup, Kada. Merci beaucoup Merci, d'avoir résumé en un j'ai peu eu un moins d'une plaisir. heure les fondamentaux de l'épuration externe anale. Merci beaucoup.